Et on commence avec Agathe Birden pour le journal. Bonjour Agathe. Bonjour à toutes et à tous. Après les débordements de la semaine dernière, la ville de Berne ne tolérera plus les manifestations non autorisées contre les mesures sanitaires. On n'est plus laxiste quand il s'agit de militants pour le climat, dénonce l'UDC. Des familles séparées par l'Atlantique depuis des mois vont enfin pouvoir se retrouver. Les États-Unis annoncent la réouverture de leurs frontières aux voyageurs étrangers dès le mois de novembre. Une annonce qui réjouit aussi les compagnies aériennes. Marlène Reusser en argent hier lors du contre-la-montre des championnats du monde de cyclisme en Belgique. Elle est très déçue, mais elle n'en reste pas moins une chef de file pour le cyclisme féminin helvétique qui en a bien besoin, nous dit notre spécialiste. La ville de Berne ne veut plus, ne tolérera plus de manifestations non autorisées contre les mesures sanitaires. Après les débordements qui ont eu lieu jeudi dernier, la police avait dû utiliser des canons à eau et des balles en caoutchouc. Alors la ville dit stop, Célia Berthollet. Ce jeudi, de nouveaux rassemblements sont annoncés à Berne contre le pass sanitaire. Le conseil municipal de la capitale exhorte les organisateurs à retirer leurs appels à manifester. L'événement n'a pas reçu d'autorisation. Les autorités soulignent l'importance de la liberté d'expression et de manifester, mais elles veulent un dialogue et des rassemblements autorisés seulement. L'annonce a fait bondir les élus UDC de la ville de Berne. Ils dénoncent une différence de traitement de la part du maire Alec von Grafenried. Alexander Feutz, membre du législatif bernois, estime que l'écologiste est moins sévère avec les militants du climat ou encore les manifestants du centre alternatif de la Reitschule. Les élus agrariens préparent déjà une intervention pour la prochaine séance du conseil de ville ce jeudi. Covid encore, la première journée de contrôle aux frontières suisses s'est déroulée sans problème hier selon l'administration fédérale des douanes. Les touristes se sont montrés compréhensifs au moment de présenter leurs tests. Rappelons que les travailleurs frontaliers ne sont pas concernés par cette mesure. Et d'ailleurs, cette liberté de voyager dont jouissent les frontaliers doit être conservée. Le Conseil des États a adopté une motion hier pour que les frontaliers puissent circuler même en temps de pandémie. C'est déjà prévu dans la loi Covid, mais cette disposition n'est en vigueur que jusqu'à la fin de l'année. Ainsi, le Conseil des États, contre l'avis du Conseil fédéral, souhaite la rendre pérenne, arguant qu'il ne s'agit certainement pas de la dernière crise sanitaire. En attendant, parlons déjà de celle-ci. Le vaccin sera obligatoire pour tous les nouveaux employés de l'institution genevoise de maintien à domicile. Tous les collaborateurs engagés dès le 1er octobre sont concernés, et ce, quel que soit leur type de contrat. Un vaccin contre le Covid obligatoire également pour voyager aux États-Unis. Oui, les États-Unis ont décidé de mettre fin au travel ban et de rouvrir leurs frontières aux voyageurs étrangers dès le mois de novembre. Pour autant que ceux-ci présentent un schéma vaccinal complet, il faudra aussi se faire tester 3 jours avant le voyage et porter un masque. Il n'empêche que cette annonce de réouverture est une vraie bouffée d'air. La mesure était attendue depuis longtemps par des familles séparées, a souligné la Commission européenne. Et pour les compagnies aériennes aussi, c'est une bonne nouvelle. Écoutez Michel Polacco, journaliste spécialiste de l'aviation. C'est un premier signe de la fin du cauchemar pour les compagnies aériennes que la fin de ce travel ban que les Américains ont annoncé. C'est pas interdit de penser que dans les mois à venir, il va y avoir d'autres rebondissements. Mais normalement, la situation aujourd'hui s'étant très clairement améliorée des deux côtés de l'Atlantique, on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour l'univers du tourisme qui est très touché, pour l'univers des affaires et évidemment pour l'univers des compagnies aériennes, qu'elles soient du continent américain ou du continent européen. Des propos recueillis par Cynthia Racine. L'avenir du Canada se jouera une fois encore avec Justin Trudeau en chef de file. Le Premier ministre canadien a remporté les élections anticipées d'hier selon les projections de Radio-Canada. Ce qu'on ne sait pas encore en revanche, c'est si Justin Trudeau, arrivé au pouvoir en 2015, va réussir à réunir une majorité parlementaire. Pas de problème pour lui. En revanche, Vladimir Poutine a été très largement suivi en Russie lors des élections législatives de dimanche. Son parti Russie Unie a remporté une large majorité des sièges de la Douma, le Parlement russe, mais l'opposition dénonce une fraude massive, des bourrages d'urnes, des manipulations de vote en ligne. L'Union européenne et les États-Unis s'en sont aussi mêlés, parlant de climat d'intimidation ou de citoyens empêchés d'exercer leurs droits civiques. C'était hier en Suisse la rentrée universitaire. Et en Valais, les étudiants de la haute école spécialisée ont découvert les bâtiments flambant neufs d'Énergie Police, ce nouveau campus à Sion, et ils ont même eu droit à une nouvelle offre de restauration plus verte, plus durable. Mais paradoxalement, les entreprises du coin ne peuvent pas s'en occuper. Le cahier des charges est trop contraignant. Alors c'est le géant Compass, que vous connaissez bien si vous avez une cafétéria dans votre entreprise, qui a raflé le marché. Romain Carupt. Assez.
Bienvenue au restaurant La Ruche. Loïc Sozo, responsable régional chez Compass Group. Aujourd'hui, on a un menu sur nos écrans. Lasagne d'aubergine avec soja et courgettes, tomates. Le menu, il est Nutri-scoré par une lettre A, donc ça veut dire que le menu est plutôt sain. Et vous faites aussi attention aux aliments bio, locaux et avec une offre avec une certaine quantité de viande et de non-viande. En fait, c'est un partenariat avec le PFL de durabilité. On doit supprimer les PET, proposer des produits locaux sains, importer des produits par avion, maximum 10% par année ou 30% par bateau. On a des audits sur tous nos achats fournisseurs, où là, il y a le taux de carbone qui est calculé, les produits sous serre avec des énergies fossiles ou non. On a aussi des produits, bien sûr, qui sont de saison. Ça, c'est très important pour nous. On ne veut plus manger de tomates au mois de décembre, je dirais. La cantine veut par contre une moitié de plats végétariens et 6% de produits bio, le tout à un prix abordable. Mission impossible pour les prestataires valaisans, comme en témoigne la directrice vente de la chaîne Zenoizern, Virginie Gosset. Le cahier des charges que nous avons reçu était très précis, avec beaucoup d'éléments autour du local, bio, durable, des valeurs qui nous sont importantes pour nous. Par contre, en termes de coûts, en termes de frais, il était impossible de nous aligner pour remplir ce cahier des charges. Je pense qu'il faut une grande structure spécialisée dans la restauration collective pour pouvoir répondre à ce type de cahier des charges. C'était le reportage de Romain Carupt. Au Rwanda, maintenant, un verdict qui fait polémique a été rendu hier. Paul Rusesabagina, celui dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda, a été condamné à 25 ans de prison ferme hier. Cet opposant au gouvernement actuel de Paul Kagame a été reconnu coupable de terrorisme. Valérie Demont. Devenu mondialement connu lors de la sortie du film Hôtel Rwanda, Paul Rusesabagina était l'ancien gérant d'un hôtel de luxe à Kigali durant le génocide en 1994, où il a protégé dans son établissement plus de 1000 personnes. En exil entre la Belgique et les États-Unis, il a ensuite participé à la fondation en 2017 d'un mouvement pour le changement démocratique, devenant un opposant très critique au régime rwandais. La justice de son pays l'accuse de diriger le bras armé de ce mouvement et d'avoir commandité des attaques en 2018 et 2019 au Rwanda. Les circonstances de son arrestation à l'été 2020 restent obscures. Ses proches affirment qu'il fut séquestré et mis dans un avion de retour au Rwanda en provenance de Dubaï. Des témoignages contradictoires ont surgi durant les audiences. Son procès entamé en février dernier est considéré comme une farce par son entourage. Il venait de sortir son livre intitulé « On ne se remet jamais d'une enfance heureuse ». L'écrivain, journaliste et éditeur suisse Roland Jacquard est décédé hier. Il s'est donné la mort à l'âge de 79 ans. Ce matin, l'écrivain genevois Jean-Michel Olivier lui rend hommage. D'abord, j'ai commencé par le lire pendant longtemps. Ensuite, je l'ai rencontré. C'est devenu un ami. Moi, je perds à la fois un ami et à la fois un écrivain que j'admire beaucoup. Il a une œuvre extrêmement riche et variée. Ses derniers livres, par exemple, qu'il a publiés aux éditions de l'Air, en particulier le dernier, c'est « On ne se remet jamais d'une enfance heureuse ». C'est vraiment à la fois une sorte de réflexion sur son enfance lausannoise et puis de réflexion sur la vie, sur le cheminement, etc. Et puis, l'amour, c'était quand même la grande affaire de sa vie, d'une certaine manière. Et il a tourné autour, d'abord un peu par la psychanalyse, par la théorie, et puis ensuite par le journal intime. Je crois que vraiment, il a dit beaucoup de choses là-dessus. Jean-Michel Olivier avec Natacha Van Kutsem. Et effectivement, dans ce dernier livre, Roland Jacquard écrivait « Après l'été, je mettrai un terme à mes tergiversations ». Et Agathe, on va terminer ce journal sur une note un peu plus gaie avec la médaille d'argent de la Suissesse Marlène Reusser hier au championnat du monde de cyclisme en Belgique. Bon alors, elle est très déçue de cette deuxième place sur le contre-la-montre, mais Marlène Reusser n'en reste pas moins une vraie championne qui joue un rôle majeur dans cette discipline qui a bien besoin de visibilité, Jérôme Jeannin. C'est le paradoxe du cyclisme sur route féminin en Suisse. Il enchaîne les bons résultats grâce à Marlène Reusser et Alice Chabet, mais ne dispose pas encore d'un réservoir digne de ce nom. La faute à un manque de course et à la concurrence du vélo de montagne. Illustration avec la course en ligne de samedi. La Suisse aura la chance d'aligner 6 coureuses contre 2 ou 3 ces dernières années, mais elle a dû compléter sa sélection par des coureuses de VTT comme la vice-championne olympique Sina Frey. La relève manque et c'est un vrai souci selon Marlène Reusser. C'est un problème quand on voit où on est maintenant parce qu'on a tellement de points de l'UCI. On est la 4e nation. On a beaucoup de place dans les courses maintenant, mais on n'a pas tellement des femmes qui font. Alors, il nous faut plus, là. Dans cette optique de recrutement, la fédération a lancé un programme spécial il y a 2 ans. Il n'a pas encore eu le temps de porter ses fruits.
Jérôme Gendin, RTS Sport, Bruges. Jérôme Gendin qui suit pour nous ces championnats du monde de cyclisme en Belgique. Enfin, la fille de Pablo Picasso, Maya Ruiz Picasso, a cédé 9 œuvres de son père à la France. 6 peintures, une sculpture, un carnet de dessin et puis une statuette aussi. Alors, c'est pas un cadeau comme ça gratuit. Il s'agit en fait d'un arrangement fiscal avec l'État, comme l'a dit hier le ministre français de l'économie Bruno Le Maire. Agathe Birden pour le journal. Merci à vous.